Tiens, celle-là, regarde. On vient ici en Bourgogne, justement sur le domaine Févelet, pour essayer de démystifier toute cette mosaïque de parcelles et d'appellations grâce à Erwan Févelet, qui est issu de la 7e génération de cette famille illustre qui est née à Nuits-Saint-Georges, ici en 1825. Allez. En 1825, j'ai regardé un petit peu sur la brochure, ça fait exactement 185 récoltes. Donc 185 récoltes, je pense que ça devrait être assez pour nous expliquer les secrets de fabrication d'un grand pinot noir de Bourgogne. Enfin, en tout cas, je pense qu'on devrait avoir de nouveaux repères. 185 bouteilles à déguster. Oh, arrête, ça serait un rêve, ça. Allez, viens, on va essayer de voir quelques bouteilles, une ou deux, ça suffira. Jean-Marc Chambertin. On va voir ce qu'il nous propose. Erwan, merci beaucoup de nous accueillir ici, au sein de la maison Févelet. C'est 120, 130 hectares de vignes, 10 hectares de grands crus, une trentaine d'hectares, je crois, en premier cru, et surtout une éthique professionnelle qui est résolument dirigée vers la qualité et vers aussi un positionnement de vin de longue garde, ou des vins de garde, je crois. Je crois que j'ai trouvé mon meilleur ambassadeur. Justement, il cherche du travail. J'avais appris ma leçon quand même avant de venir. Notre domaine est principalement situé en Côte de Nuit, c'est-à-dire sur les villages de Nuits-Saint-Georges, de Chambol-Musigny, de Gevrey-Chambertin. Et il faut savoir que la Bourgogne, c'est sans doute un des endroits où la vigne a été cultivée depuis sans doute le plus longtemps en France. Et pendant les centaines et centaines d'années, les moines se sont amusés à vinifier toutes leurs petites parcelles Oui. de façon indépendante. Et très vite, ils se sont rendus compte que, déjà, première constatation, le pinot noir et le chardonnay étaient les cépages qui donnaient les choses les plus intéressantes. Donc la notion de terroir commençait à apparaître. Et puis surtout, ils ont poussé leurs analyses jusqu'à identifier vraiment des micro-parcelles en se disant, voilà, telle parcelle donne un vin un peu différent de celui-ci, celui-ci vraiment différent de celui-là, et comme cela, ils ont commencé à mettre en place un système d'appellation. Les vins sont très différents, extrêmement différents, et pourtant, certaines parcelles sont situées à 50, 100, 200 mètres l'une de l'autre. Quelle est la différence entre un pinot noir de Bourgogne et un pinot noir d'Amérique ou d'Afrique du Sud? Quand on boit un Bourgogne, on ne boit pas un pinot noir, on boit un Nuits-Saint-Georges, on boit un Chambertin, on va boire un Musigny, on va boire un Chambol-Musigny premier cru les feuilles, et sous-entendu, c'est un pinot noir, mais plus que cela, c'est un pinot noir qui vient de cette toute petite parcelle. On a dépassé la notion de cépage, alors que justement, la majorité des pays du Nouveau Monde sont encore dans le process d'identifier quels cépages vont aller le mieux avec leur sol. Donc je serais tenté de dire que la notion de terroir n'existe pas tout à fait encore. Alors on se disait tout à l'heure en venant, on parlait de la maison Févelet, 185 années d'existence, donc 185 millésimes à peu près. Vous pouvez nous parler un petit peu de la maison de Févelet, de son histoire, de l'histoire de votre famille? Je pense que l'histoire de notre famille correspond vraiment à l'histoire de la Bourgogne moderne, c'est-à-dire de la Bourgogne post-Révolution française. On a été établi en 1825. On a commencé comme négociant, c'est-à-dire qu'au départ, nous n'avions aucune vigne, aucun domaine. Puis, petit à petit, d'année en année, nous avons racheté des vignes, de décennie en décennie. On a réussi à construire ce qu'est le domaine Févelet aujourd'hui. À faire votre vin, à mettre votre pâte en fait en... Je pense qu'après, oui, le vinificateur, la maison a clairement un impact, a clairement une patte, une façon de vinifier. Mais je pense qu'ici, plus qu'autre part, c'est d'abord les terroirs qui parlent, plus que le vinificateur. Justement, qu'est-ce que c'est un terroir pour vous? Souvent, on pense que le terroir, c'est une conjonction entre la géographie et le climat. Mais je pense que c'est encore plus que ça, c'est entre le climat, la géographie, le sol et également les personnes qui le font. C'est-à-dire les personnes et puis toute l'histoire de ces personnes. Aujourd'hui, en Bourgogne, le travail qui a été fait sur le pinot noir et le chardonnay, ça fait, ce que je disais tout à l'heure, ça fait plus de 1000 ans que ça a été fait. Et aujourd'hui, on a réussi à pousser l'expression de nos terroirs, peut-être à son maximum, à son apogée, à sa source la plus précise. Notre domaine est réputé pour faire des
des vins de garde, voire de grande garde, j'avais pensé pouvoir comparer deux millésimes différents, un millésime jeune, un millésime un peu plus vieux, 10 années de différence sur la même parcelle. Gevrey premier cru Les Cassiers, donc une parcelle qui se trouve à Gevrey-Chambertin, comme son nom l'indique, qui fait environ 2 hectares. Ah ça, oui, ça. On commence par le avec plus joie. jeune. On commence souvent, même toujours par le plus jeune. Comment est-ce La qu'on déguste un Regarde la robe. grand vin de Bourgogne? Il y a souvent un peu une croyance populaire que les Bourgognes sont des vins lourds, des vins charpentés, alors qu'en fait c'est vraiment tout le contraire. Qu'est-ce qu'on a comme type d'arôme au nez? Plutôt des fruits rouges? Qu'est-ce qui est typique? Je dirais d'habitude en Bourgogne, on va avoir des arômes de fruits rouges, des arômes De fruits secs, moi, je trouve. de fruits secs également. Mais ces arômes de fruits secs vont s'amplifier avec l'âge. Mais effectivement, là, on commence à en avoir un peu. On a également, je trouve, quelques notes mentholées. C'est possible, je vous interromps, un goût de chamallow? Je ne l'ai pas repéré, mais pourquoi Non. pas. C'est pas craché, tu vois. Moi, ce que j'aime déjà dans ce vin-là, c'est l'attaque. L'attaque est très franche, est très fraîche, franche et fraîche. Et ensuite, et c'est là où on voit que c'est vraiment un grand vin, c'est que il y a une matière et on l'a recraché il y a quoi? Il y a maintenant 15 secondes et c'est encore là. Ouais. 10 secondes et c'est encore là. Non, mais et ça prend toute la bouffe. Quoi. Ouais. Et ça reste. Et ça reste. C'est très velouté et ça, c'est aussi souvent la caractéristique d'un grand vin. Ce qui va faire la différence entre un grand cru et un premier cru et un village, ça va être bon, déjà la complexité des arômes, mais surtout la longueur et sa puissance aromatique en bouche. Et cette puissance aromatique, c'est quand on l'a avalé ou quand on l'a recraché et que ça continue de rester. Là, on se dit, là, il y a de quoi faire un grand vin. Tiens, écoute Delphine, garde ton 2007 un moment, parce que moi je voudrais goûter le 97 et on va échanger pour comparer un peu l'évolution des deux. Tu le mets de côté? Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc, il y a une robe qui peut regarder. Alors là, on est 10 ans, Robe plus évoluée, déjà nettement Un plus peu évoluée. plus marron, je sais pas Oui, exact, je trouve aussi marron. plus tuilé, plus tuilé. plus tuilé. Si, tuilé, Tuilé. exactement. Alors on est. Donc moi j'ai Ah le. bah, je ne sais pas. Moi j'ai le 97. Il est beaucoup plus corsé, Ah oui. beaucoup plus corsé. On a préparé du cuir, de la fourrure, du tabac pour illustrer ça, mais on n'est pas encore dans ces arômes-là. Je trouve qu'on a perdu le côté fruit qu'on avait tout à l'heure, mais maintenant, on n'est pas encore dans des arômes vraiment tertiaires. On est presque je trouve vraiment dans le floral. Et d'ailleurs, si vous voulez impressionner quelqu'un, c'est assez facile. Et si ça sent vraiment la rose, vous avez une grande chance que ce soit à Vosne-Romanée. Si ça sent la violette, très souvent, c'est à Gevrey-Chambertin. Et la violette, on commençait à la sentir sur le 2007, mais qui était un peu masquée par des fruits un peu plus exubérants. Et maintenant que ces fruits ont disparu, bah, il reste. Ça t'envie, hein, tu ne Fais peux voir pas un peu. sentir la violette d'ici. Attends, laisse-moi sentir la violette. On commence à voir le tabac pointer un peu. Sous la violette, on commence à voir des choses un peu plus. Au nez, vous arrivez à voir ça? Ouais, ah ouais. Moi, ouais. en l'ayant goûté, oui. Tu trouves? Si, si. Mais ça, On trouve. Non, en l'ayant goûté, oui. En Ah bouche, oui là. Je l'ai là, ouais. Alors je crois que la plupart de vos vins sont élevés en fût de chêne. Vous pouvez nous montrer à quoi ça correspond? Bien sûr, on va. Non, mais attendez, moi j'ai une question quiz. Quels sont les compagnons immuables du caviste? Pour nous ici, c'est un verre, une pipette, un tasse-vin. Et la bougie? Non? La bougie, ça va avec le tasse-vin. Eh bien, c'était ça les réponses. Vous voyez? C'est bien Voilà, l'information, donc hein. c'était restons dans la tradition finalement. Mais Delphine, on va la voir. Eh ben, On va la voir. D'accord. Vous me suivez? Alors ça, Delphine, c'est notre latricière Chambertin 2009. Le vin rouge en Bourgogne est assez particulier parce qu'on fait du vin rouge avec des grappes dont le jus est absolument incolore. Et pour pouvoir chercher la couleur, on est obligé de le faire macérer avec les pellicules, avec les pépins, etc. Et donc nous,
Et c'est ce qui explique pourquoi on a des cuves qui sont si joufflues, c'est que justement, ça nous permet de pouvoir travailler le chapeau. Et là, vous voyez, le chapeau est ici. Donc en fait, ce chapeau-là, pendant tous les jours, on le travaille entre 1 et 2 fois par jour, 2 fois au début. Et puis environ à peu près la dernière semaine, on va travailler le chapeau, c'est-à-dire qu'on réenfonce toute cette partie solide à l'intérieur du vin. Le vin se trouve au milieu de la cuve. Et donc pour pouvoir aller chercher toutes les choses intéressantes qui restent encore là-dedans, on appuie et on fait macérer. Erwan, j'ai vu que vous aviez des monopoles en Bourgogne, ce qui est assez rare sur certaines On a la chance appellations. d'avoir beaucoup de monopoles. Ce sont des vignobles qui n'ont jamais été divisés. C'est le monopole le plus connu, enfin que tout le monde connaît, c'est la Romanée-Conti, qui est un monopole du domaine de la Romanée-Conti. La Tâche est également un de leurs monopoles. Nous, en monopole, on a un très beau premier cru à Gevrey qui s'appelle le Clos des Issards. On a un très très beau premier cru à Beaune qui s'appelle le Clos de l'Écu. Et le plus connu chez nous, et d'ailleurs dont on est extrêmement fiers, c'est le Corton, Clos des Cortons-Févelay. Ouais, celui-là, il est connu dans le monde entier. Une petite parcelle de 3 hectares. On en fait, 12 000 bouteilles, grand maximum, par an. C'est le seul grand cru rouge en Côte de Beaune. C'est-à-dire que c'est des vins qui sont très puissants, mais qui sont très fins. Et si jamais il y avait une seule bouteille que vous prendriez avec vous sur une île déserte, La vôtre ou une autre? ça serait laquelle? Blanc, rouge? Bonne question. Bonne question. Si, sans problème, un Musigny 47. C'est un vin il y a tout. Qui est magique. Il y a tout. Il a maintenant plus de 50 ans, 60 ans, et on a l'impression d'avoir quasiment un jeune homme. C'est extraordinaire. Et ça, c'est justement la production, je l'espère, que mes fils, petits-fils ou arrière-petits-fils auront l'occasion de boire. Eh bien écoutez, effectivement, ça nous fait rêver. Donc Erwan, merci beaucoup pour nous avoir accompagnés au cœur du cœur, ici à Nuits-Saint-Georges. C'est toujours un plaisir. À bientôt. À très bientôt. Rentrez bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On peut pas essayer de se cacher quelque part dans la cave?